C'est bon. Bonjour et bienvenue dans Actualité. On fait le point ensemble sur l'actualité de l'information et des technologies. On a une émission spéciale, un invité spécial aujourd'hui, le père Eric Salobir, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes un vrai prêtre, hein, Oui, consacré, ordonné. Vous faites encore des messes, enfin, parce que vous êtes... Encore et toujours, bien sûr. Toujours, Mais ouais. je suis donc dominicain, donc ça veut dire que je vis en communauté. On a une communauté, un couvent rue du Faubourg Saint-Honoré, et c'est une communauté normale. Simplement, dans notre tradition, on a tous des missions qui peuvent être l'enseignement, écrire des bouquins, être à la télé, etc. Et moi, ma mission, c'est la technologie. Bon, à côté de vous, on a quelqu'un dans le civil, hein, Stéphane Larcher, le patron de l'informaticien. Bonjour Stéphane, Thomas. heureux de vous retrouver, qui va nous accompagner pour cette émission. Alors c'est la semaine sainte, hein, hasard du calendrier, mais ça tombe bien, et on va parler du virage digital de l'Église catholique. Mais avant, on va faire connaissance avec vous, donc vous l'avez rappelé, frère dominicain, vous êtes le président d'Optique. Optique, c'est un réseau que je vous laisse nous présenter. Alors, Optique, c'est un réseau de recherche qui a pour objectif de placer l'humain au cœur du développement des technologies de rupture. Donc, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain. On commence à travailler de plus en plus sur les nouvelles biotechnologies. Donc voilà, l'idée, c'est toujours de vérifier que l'humain est placé au centre, pas juste comme un utilisateur, un actionnaire, même un citoyen, mais vraiment comme humain, donc en tant que prenant en compte toute sa dignité et toute sa personne. Et il y a une fondation aussi qui s'occupe de ces sujets. Alors voilà, nous avons créé pour soutenir et pour piloter ce réseau une fondation qui s'appelle Human Technology Foundation et qui dit bien par son nom le souci que nous avons. Donc c'est une fondation on va dire qui a été portée, inspirée par l'Église, portée sur les fonds baptismaux, pour reprendre un terme plutôt catho, mais en revanche qui n'est pas dénominationnelle. Donc en fait, c'est pas lié à une religion en particulier. Ça rassemble toutes les personnes et au board de la fondation, on a des gens très très divers, toutes les personnes qui ont à cœur de vraiment placer l'humain au centre des préoccupations technologiques. Alors je vous demandais si vous étiez encore avec une activité de prêtre classique, parce qu'on se demande comment est-ce qu'on arrive à articuler ces deux vies, celle d'un frère dominicain et puis celle d'un acteur des technologies. En fait, il ne faut pas avoir peur de prendre l'avion, hein, parce que moi, je passe ma vie dedans. Mais je dirais que, justement, c'est l'une et l'autre se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que moi, je suis content d'un côté de pouvoir accompagner spirituellement des gens, y compris des jeunes, travailler comme ça, avoir quelque chose qui soit plus sur un mode long terme, et en même temps, avoir ce travail sur les technologies qui est vraiment un peu trépidant, où on a l'impression que tous les 3 mois, il y a un nouveau truc qui... Et ça me plaît aussi beaucoup, je veux dire. Stéphane. Mais de ce point de vue, mon père, que pensez-vous du transhumanisme? Est-ce que vous êtes confronté à ça? Les GAFA parlent beaucoup de ces choses-là. Alors, les GAFA sont pas forcément, d'abord, sont pas forcément transhumanistes, sont pas forcément... Certains d'entre eux. Voilà, à l'intérieur de, on va dire, de la, On rappelle de la peut-être pyramide. ce qu'est le transhumanisme, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de ces questions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, Ça s'appelle passer la patate chaude. exactement. Non, c'est très difficile. D'autant plus que je fais tout pour ne jamais employer ce mot-là. Parce que le transhumanisme, c'est pas un ensemble de technologies, on va dire, c'est une forme de courant qui se dit philosophique et qui s'appuie sur un certain nombre de technologies qu'ils n'ont pas créées, qui ne sont pas créées pour eux et qui ne sont pas du tout les seuls à utiliser, mais avec, on va dire, une option d'évolution de l'espèce humaine, voire pour les plus radicaux, un post-humanisme, c'est-à-dire une sortie de l'espèce humaine. C'est la vie éternelle. Et une suppression de la mort. Alors, du coup, C'est voilà. l'ambition de la vie éternelle. Quand même, là, il y a un vrai paradoxe par rapport à la chrétienté. Il y a deux choses, en La fait. religion en général. Par rapport à l'humain. À l'humain. Parce que je veux dire, les catholiques ne sont pas les seuls à être Non, mortels. non, Je suis désolé, mais... Ça ne m'a pas échappé. Voilà. Mais non, je pense qu'il y a deux choses qui sont peut-être deux grandes préoccupations d'une grande partie des membres de ces courants-là. Enfin, je ne veux pas parler à leur place, hein. Mais d'abord, effectivement, c'est de prendre en main notre évolution. C'est from chance to choice. C'est-à-dire, c'est pas seulement parce que vous êtes né avec les gènes qui fait que vous êtes grand, petit, je sais pas, vous avez telle ou telle maladie. On décide de sa propre évolution. Et au bout d'un moment, on décide aussi de l'évolution de toute l'espèce. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, effectivement, c'est de faire reculer le plus possible le spectre de la mort. Mais ça ne veut pas du tout dire immortalité. Ce qu'ils appellent sénescence négligeable, c'est-à-dire en fait un vieillissement qui est tellement lent qu'on s'en aperçoit quasiment pas, ça veut dire un grand nombre d'années, mais ça veut dire que vous pouvez quand même être écrasé par une voiture. Donc le danger, c'est au bout d'un moment de se trouver dans un moment, et si vous avez 500 ans à vivre, probablement vous allez tenir votre capital et vous n'allez rien faire qui vous mette en danger, alors qu'en fait, si vous savez que vous pouvez mourir demain, finalement, vous
croquer la vie à belles dents. Et donc en fait, le danger peut-être, c'est justement d'avoir un grand capital d'années sur lequel on s'assoit avec beaucoup de précautions. Je ne sais pas si vous avez vu le film In Time, c'est assez intéressant, c'est justement une société où les gens riches sont des gens qui ont beaucoup d'années, pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'années, donc 500, 1000 ans. Et, bon, forcément, on paye avec le temps. Et on paye avec le temps. Mais du coup, pour les pauvres, effectivement, on achète son lendemain, c'est extrêmement difficile. Pour les riches, bah, c'est pas vraiment une vie de rêve, c'est une vie où surtout on ne fait rien, parce qu'on n'a qu'une peur, c'est d'entamer ce capital-là, de se voir disparaître. Et vous êtes au contact justement de ces géants de la tech, hein, vous le rappeliez, vous prenez beaucoup l'avion. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que finalement ils sont au-delà de ce discours? Est-ce que ça les préoccupe? Est-ce que c'est vraiment central dans leur réflexion? Moi, je ne dirais pas les géants de la tech comme un espèce d'en soi une totalité. C'est-à-dire qu'il y a en fait au sein des grandes entreprises une vraie diversité d'approches et d'opinions, notamment sur ces questions-là. Certains considérant que quand même un certain nombre de ces technologies, enfin même pas de ces technologies, mais de ces idées nous sont quand même vendues sur catalogue. On est quand même très loin de tout ça, il faut être réaliste. Et donc en fait, on se posera la question quand on commencera un tout petit peu à s'en approcher. Donc des gens assez pragmatiques en fait, qui disent qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent, notamment autour de l'intelligence artificielle, qui, on va dire, qui posent des vraies questions maintenant. Et puis, après, ça peut être des questions pour plus tard. Et puis, effectivement, certains se prennent à rêver d'une vie qui soit non seulement une vie successful, comme ils disent, mais en plus de ça, une vie extrêmement longue. Enfin, voilà. Mais ils sont finalement assez peu nombreux. Ce que vous dites là, si j'ai bien compris, c'est que sur l'IA, et je pense qu'on va y revenir plus longtemps, vous dites qu'il y a quand même, passez-moi l'expression, à boire et à manger là-dedans. C'est pas totalement prêt. Et je voudrais vous interroger aussi sur le problème de l'éthique par rapport à l'IA, toujours de la même manière. Sur l'IA, il y a deux choses. Il y a l'IA dite faible ou spécialisée, elle est déjà mise en place et elle le sera de plus en plus dans quantité de domaines d'activités économiques, sociaux, et elle est en train de transformer beaucoup de choses dans notre société. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et effectivement, on peut arriver sur la question éthique. Après, l'hypothèse d'une IA forte, je suis régulièrement interroger là-dessus. Moi, je dirais que j'ai du mal à me faire une idée très précise parce que j'ai à peu près autant d'interlocuteurs sérieux qui pensent que c'est faisable et c'est juste une question de temps, et d'autres qui pensent qu'en fait, il y a une différence de degré et que ce je ne sais quoi qui permet à l'humain de penser out of the box, d'avoir une rétroaction, de se dire mais pourquoi je fais ça au fond? Ça, c'est quelque chose que la machine mettra quand même beaucoup de temps, voire peut-être jamais, voilà, à atteindre. Donc voilà, je pense que pour ce qui est de l'IA forte, d'abord, il faut enlever, s'enlever de l'esprit le spectre un peu de tout ce qui pourrait être un peu façon Terminator ou autre. Tous nos cauchemars. Et puis, il faut raison garder. Est-ce qu'il y a une doctrine de l'Église? Est-ce qu'il y a une position? Il y a une position de l'Église sur plein de sujets de société. Et là, on est dans une temporalité très rapide, avec des évolutions toutes les semaines, hein, quasiment. On les commente ici régulièrement. Est-ce qu'il y a une position de l'Église sur ces questions officielles? Il n'y a pas de position de l'Église sur ces questions-là, parce que de fait, ce sont des questions extrêmement fluctuantes. Les positions de l'Église, elles vont être sur des données de base, on va dire, qui vont être, par exemple, liées à la place de l'humain dans la société, à la dignité de l'homme au travail, des choses qui se font avec ou sans l'IA, par exemple. Donc en fait, l'Église est plutôt experte en humanité qu'en technologie, et elle va juste s'assurer qu'un certain nombre de constantes, qui finalement sont assez cohérentes avec les droits humains, tels qu'ils sont défendus par les Nations Unies, que ces constantes-là sont respectées. Alors justement, hein, les spécialistes de l'humanité que sont l'Église catholique, essayent de prendre ce virage digital, et vous en êtes un des instigateurs. Vous avez organisé un hackathon au Vatican il y a quelques semaines, quelques jours. Comment ça s'est passé et pourquoi ce hackathon au Vatican? Alors, ce n'est pas la première fois que nous organisons, Optique, des hackathons. On en organise à San Francisco, à Paris. Voilà, l'idée, c'est toujours d'essayer d'inviter les jeunes, et si possible des jeunes complètement en dehors de l'Église, à venir plancher sur des solutions au profit de tout le monde. Et là, donc, nous avions choisi 3 thématiques, qui sont 3 thématiques, on va dire, chères au pape François, qui sont aider les migrants et les réfugiés, soutenir les plus pauvres et encourager le dialogue interreligieux.
Quand on voit les questions qu'on a autour de religion, violence, absence de dialogue, etc., quand on voit la pauvreté endémique, même dans des pays développés, et quand on voit le véritable défi que nous posent les flux migratoires, je pense qu'on est vraiment au cœur des préoccupations de la société, pas de l'Église. Et en fait, on s'est dit que le Vatican était une bonne tour d'observation. C'est une plateforme où se rencontrent des gens qui parfois ne se rencontrent jamais par ailleurs. C'est le cas de diplomates depuis très longtemps. Il y a quand même une grande tradition diplomatique du Vatican. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas faire se rencontrer des gens de la tech avec des gens qui viennent des migrations. Donc en fait, il y avait des anciens migrants ou réfugiés, il y avait des gens qui travaillent dans ce domaine-là, des membres d'ONG. Et on a fait se rencontrer ces personnes-là. On avait sélectionné, donc on avait seulement 120, 130 places pour les étudiants. On a eu plus de 1000 candidatures. Donc on a fait une sélection, pas seulement sur le niveau des universités. Bien entendu, les grandes universités, Stanford, MIT, etc., ont envoyé des équipes. Mais on voulait aussi qu'il y ait des places pour des gens qui viennent d'universités beaucoup moins cotées, dans des pays beaucoup plus émergents. Et on a eu comme ça une diversité. Alors, je pense qu'à peu près toutes les religions étaient représentées. Il y a des Sikhs, des Tamouls, des bouddhistes, des shintoïstes. Enfin, vraiment, Et qu'est-ce qu'il en est sorti alors? Voilà, donc sur ces 3 thématiques, nous avons sélectionné des projets. Le projet gagnant est un projet qui vise à aider les SDF à se resocialiser en trouvant des CDD, des petits emplois simples et correctement rémunérés. C'est intéressant, c'est comme le microcrédit, mais au micro-travail en fait. C'est Exactement. un peu le concept. Exactement. Et alors l'idée, c'est justement de mettre en place dans les refuges, dans les abris, dans les endroits où on sert la soupe populaire, des bornes et qu'on forme un petit peu, mais facile à utiliser, et qu'on forme un peu les bénévoles de façon à ce qu'ils puissent aider les SDF à choisir un job et puis quelque part à être aussi notés entre guillemets sur leur capacité à être à l'heure, à faire le travail. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement d'utiliser la technologie comme ça, mais d'utiliser une économie très participative parce que, et ça c'est le cas notamment dans des pays comme les États-Unis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément prises en compte par les pouvoirs publics. Chez nous, les parcs sont nettoyés par la mairie. Ouais. Et c'est pas toujours le cas. Et en fait, les gens sont prêts, c'est du crowdfunding, les gens sont prêts à tous mettre $10 pour que les parcs soient nettoyés, les clôtures soient réparées, etc. Et ça, c'est une façon c'est pas du don, c'est vraiment de la resocialisation, c'est une façon de montrer leur utilité à des gens qui sont peut-être un peu en marge du système, c'est une façon aussi de faire dépendre les revenus de façon de se bouger pour faire quelque chose et de bien le faire et dans les temps, etc. Donc ça pose des contraintes, mais qui sont des contraintes positives, des contraintes qui vont les booster. Et puis c'est une façon de réunir le financement pour ces choses-là par quartier, par communauté, etc. Ça nous paraît important. Donc ça, c'était le premier prix. C'est un projet à portée mondiale. Alors ça, c'était un projet à portée mondiale qui sera développé en fonction des partenariats que nous allons trouver. Et c'est un peu, dans un hackathon, il y a toute une chose qui se joue pendant le hackathon et tout ce qui se joue après. Ouais. Et après le hackathon, effectivement, le hackathon était soutenu par un certain nombre de grandes entreprises de la technologie, financièrement, mais aussi qui ont envoyé des mentors. Certaines ont envoyé des équipes assez substantielles pour accompagner les jeunes. Et maintenant, ces entreprises-là vont accompagner les projets. Et il faut qu'on négocie avec des ONG pour qu'elles déploient ces projets. À propos de projets d'envergure mondiale, l'Église catholique, par définition, est universelle, a une portée mondiale, et c'est aussi un formidable réseau social. On pourrait s'étonner du fait que l'Église n'ait pas développé, ou peut-être c'est un projet, vous allez nous le dire, son propre réseau social, son Facebook catho. Ouais, pourquoi être entre soi quand on peut être avec les autres? Alors, trans-religieux, à ce moment-là. Oui, mais pourquoi être même religieux alors qu'on peut être sur les plateformes? Alors ça peut être Facebook, mais ça peut être Twitter, plein d'autres. Enfin, moi, je suis sur 4-5 réseaux sociaux. En fait, l'idée, c'est que si on veut la rencontre des gens qui ne sont pas déjà dans la sphère religieuse, pas seulement pour les convertir, mais juste pour discuter avec eux, à un moment, il faut sortir bien sûr, de l'entre-soi. Exactement. Autre question qui concerne l'ubiquité des technologies, une qualité divine. Ça, j'imagine que vous le regardez d'un regard particulier. Alors, ce qu'on regarde avec attention plus généralement, c'est tout ce que ça change dans notre façon d'être au monde. Notre façon d'être chrétien, d'être humain et d'être humain ensemble. Donc on va dire c'est un peu les différents niveaux. Et là, effectivement, on voit que le rapport au temps et à l'espace a pas mal bougé. Le rapport à la communauté aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. On est effectivement peut-être dans une ère de relations qui sont plus de relations faibles. Donc là, il y a quand même un certain nombre de warnings. Il faut quand même être assez attentif au fait que le fait d'avoir... Enfin, c'est Serge Tisseron, le psychanalyste, qui disait ça. On est passé d'un temps où on voulait que peu de gens pensent à nous souvent, au fait, à un temps où beaucoup de gens pensent à nous un petit peu. Ouais, chacun veut devenir une petite star à son échelle. Et petit à petit, on glisse de l'amour à la renommée. L'idée, c'est I'm famous.
Et ça, effectivement, on voit que c'est pas forcément très structurant pour l'humain. Mais ça, c'est un point. Après, il y a tout ce qui se passe en ce moment autour de la démocratie, la façon dont ces réseaux peuvent renforcer ou pénaliser la démocratie. Oui, C'est des c'est sujets à qu'on... moitié vide ou à moitié plein. Voilà, toujours, hein. mais c'est des sujets qu'on travaille et on sait que au sein des grandes plateformes, il y a aussi des gens qui se posent des questions. Donc nous, on essaie souvent à huis clos, donc je ne peux pas en dire trop, de dialoguer avec ces gens-là pour aborder, loin des caméras et loin des micros, excusez-moi, mais aborder un peu les sujets qui fâchent. Et Mais pourquoi? notamment le dialogue interconfessionnel, comment vous pouvez l'aborder pour améliorer? Parce qu'on voit bien que c'est une des tensions aujourd'hui du monde. Euh, Alors en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un dialogue des personnes avant de faire un dialogue des religions. Bien entendu, au Vatican, il y a des gens qui sont spécialisés dans le dialogue institutionnel, théologique, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, le mieux, c'est quand même que les gens se rencontrent, que les gens découvrent effectivement leurs différences. Et il ne s'agit surtout pas de gommer les différences. Moi, je ne suis pas du tout pour une espèce de melting pot où tout se mélange et il n'y a plus personne. Mais en fait, on s'aperçoit que la différence n'est pas forcément ni pénalisante, ni dangereuse, ni négative, mais qu'elle peut être extrêmement enrichissante. Et ça, une fois que les gens découvrent ça, ça fait baisser quand même un certain nombre de craintes. Et avec la crainte, vient quand même souvent la réticence, voire la tentation violente. Le réseau optique, pour revenir au réseau que vous présidez, comment est-ce qu'il fonctionne? Qui est-ce qui le réunit? À quoi il sert? Alors c'est un réseau extrêmement distribué, donc on a des cellules, des groupes de travail un peu partout dans le monde, souvent liés à des universités. On essaie toujours de mettre autour de la table des gens qui viennent de la technologie, du business, des régulateurs ou de la société civile et surtout des sciences humaines. Donc pas seulement la dimension théologique, etc., mais vraiment philosophes, anthropologues, sociologues, parce qu'on pense que comme ça, on a une vraie vision en 3D de la situation, et que, en fait, c'est un peu notre obsession, c'est d'essayer de repérer les points aveugles. Parce que souvent, quand, par exemple, des gens de la tech ou du business vont discuter uniquement avec des régulateurs, des politiques, des gouvernements, etc. En fait, ce dialogue biparti, il ne prend pas en compte la totalité des enjeux. Et de temps en temps, des parties assez importantes sont oubliées. Et après, on se demande pourquoi ça coince. Ouais, ça coince parce que ça n'a pas été assez pensé, ou plutôt parce qu'il n'y avait pas assez de gens autour de la table pour exprimer des points de vue différents. Et si les gens de la tech viennent nous voir, y compris des dirigeants de très grandes entreprises, c'est parce qu'en fait, on ne leur apporte pas forcément les réponses miracles, mais on va leur poser des questions que personne ne leur pose jamais. Pourtant, le miracle est réservé à l'Église. Ah non, non, le miracle est réservé à la sainteté. Vous êtes gentil, mais... Combien de membres dans ce réseau optique? On a des gens qui sont actifs, donc en fait des scientifiques, des universitaires, etc. On est 250, donc c'est pas beaucoup. Après, on se rend compte qu'on a une capacité de mobiliser, parce que ces gens-là sont effectivement dans des universités, au MIT, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à Oxford, à Stanford, etc. Et en fait, on a la capacité de mobiliser des experts qui, elle, est beaucoup plus importante. Et on l'a vu en janvier dernier, on a organisé ici à Paris une conférence pour dévoiler un peu de nos recherches, parce qu'on essaie quand même de partager une partie sous forme Bernardin. Voilà, c'était au Collège des Bernardins à Paris, donc on avait 650 inscrits, je crois, donc c'était uniquement sur invitation qui sont venus, et on a pu mêler à la fois des grands de la technologie, donc Ruth Porat, qui est la CFO de Google, était là, en conversation avec Reid Hoffman de LinkedIn, qui est aussi membre du board de notre fondation, donc des gens comme ça, et à la fois des experts de l'INRIA, des experts du CNRS, des experts d'universités européennes, pour justement essayer de croiser un peu les perspectives. Voilà. Et on voit qu'on a la capacité de faire venir comme ça des gens autour de conversations. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le reste n'est pas secret. Simplement, on se rend compte que si on veut vraiment aborder les questions difficiles sans pousser les dirigeants d'entreprise dans un discours qui sera forcément corporate, parce que c'est forcément très public, ni lobbyistes parce qu'il y a des régulateurs partout ou qu'ils ont à se positionner par rapport à des gouvernements, ils vont pouvoir le faire entre nous. Ouais, d'où le besoin de huis clos par moment pour se dire des choses plus librement. Vous avez parlé tout à l'heure de blockchain. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer une application concrète avec la blockchain qui renforcerait la présence des... La quête électronique, par exemple. Il n'y a pas de blockchain, à ma connaissance, dans la quête électronique. Mais, pas encore. Mais ça pourrait, je ne vois pas forcément l'intérêt. En fait, il y a plusieurs modèles qui sont testés en ce moment dans différents pays. Certains, effectivement, passent par des réseaux assez traditionnels, et cartes bancaires, etc. Et d'autres, effectivement, utilisent des technologies plus avec monnaie virtuelle ou blockchain. Non,
Après, moi, je ne cherche pas forcément à utiliser chaque technologie directement pour quelque chose qui nous est utile à nous, on va dire. Et là, en l'occurrence, la blockchain, elle permet de se passer de tiers de confiance. Donc, en fait, il faut que ce soit dans un contexte où on a une bonne raison de se passer de tiers de confiance. Moi, c'est la chose qui me fait peur dans une utilisation qui serait un peu, pas à tout va, parce que je pense que ça n'aura pas lieu, mais on va dire rêver universel de la blockchain, c'est qu'en fait, le tiers de confiance, il a aussi son sens. Et qu'en fait, dans un certain nombre de cas, le tiers de confiance, il apporte une valeur ajoutée qu'on ne voit pas toujours quand on n'a pas besoin de cette valeur ajoutée. Par exemple, si je suis doué dans mes placements, je n'ai pas besoin d'un banquier, je peux passer par une banque en ligne, voire idéalement, je peux passer tout par smart contract et comme ça, je gagne des pourcentages de commission. Sauf que si je suis un retraité qui a besoin qu'on lui trouve des SICAV, bah là... Non, mais de même, dans la quête, on n'a pas nécessairement besoin de savoir combien telle ou telle personne a donné à la quête, que ce soit électronique ou avec des... Ça, c'est vrai. Après, donc il y a aussi cette non-traçabilité qui est importante. Non, alors ça c'est vrai que oui, après la non-traçabilité, malheureusement, à partir du moment où on a une technologie numérique qui entre dans la boucle, je pense que c'est un peu un leurre. c'est un leurre. Il faut être réaliste. Maintenant, on est dans un univers de la traçabilité, et moi je pense qu'on doit être dans un univers de la gestion de la traçabilité. Et la question c'est comment justement on gère, on accompagne et on protège les données personnelles. L'Église catholique a été pendant longtemps un très grand acteur de la communication. C'était le maître finalement des cérémonies avec un décorum, un rituel, une liturgie très impressionnante. Hein. Elle a occupé le devant de la scène, c'était le Hollywood, hein, si je caricature un peu de l'époque. Et puis petit à petit, elle a pris un peu de retard. Est-ce que les nouvelles technologies lui permettent de redevenir cet expert en communication? Alors, expert en communication, je pense qu'on l'est un petit peu resté. Simplement, je ne suis pas sûr qu'on ait vocation à être à Hollywood. Je pense qu'en fait, l'Église catholique a eu une part importante on va dire dans la visibilité à un moment où c'était important qu'elle l'ait. Je pense que c'est important qu'elle puisse revenir sur le devant de la scène chaque fois qu'elle a quelque chose à apporter dans son message. Après, est-ce qu'il faut forcément qu'on cherche à être partout et avoir des affiches partout? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une juste façon de se positionner en termes de communication. Ce qui est certain, pour répondre à votre question, c'est que ces technologies-là, le Vatican s'en a emparé. Enfin, le pape est quand même le 3e ou 4e plus gros influenceur sur Twitter. Enfin, faut être 17 millions de followers, je crois. Voilà, je veux dire, avant il y avait Barack Obama. Je ne suis pas sûr que l'actuel président des États-Unis atteigne ce même niveau-là, mais sinon c'est sûrement... le pape est le premier ou le deuxième chef d'État présent sur Twitter. Ça dit quelque chose quand même. Le pape est probablement l'une des personnes les plus souvent citées sur Facebook sans avoir même de compte sur Facebook. Et est-ce que vos confrères utilisent ces technologies ou les abordent aussi de façon enthousiaste que vous pouvez le faire? Je pense qu'il y a une vraie technophilie, notamment, on va dire, chez tous ceux qui sont engagés dans le clergé. Il y a vraiment, enfin, je connais beaucoup, honnêtement, des prêtres ou des bonnes sœurs geeks, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. C'est-à-dire que derrière les heures des sacristies, on imagine un truc un peu poussiéreux qui sent l'encens, mais en fait, il y a quand même beaucoup qui sont passés depuis Ils ont quand même un téléphone portable dans la poche aussi. Ah ben, ils ont un téléphone portable, mais on n'a pas le choix. Enfin, je pense que de nos jours, pour quelqu'un qui est, par exemple, aumônier d'étudiants, ne pas avoir de profil sur les réseaux sociaux et ne pas être constamment sur les réseaux sociaux, c'est quasiment une faute professionnelle. C'est là que les jeunes sont. Si on leur envoie un mail, ils l'ouvriront jamais. Et donc, vous ne croyez pas que là aussi, par rapport à ce que disait Thomas, il y aurait nécessité peut-être de communiquer plus sur la modernité des gens de l'Église? Alors, peut-être qu'il faut qu'on communique plus. Nous, notre objectif, c'est de communiquer sur notre message, c'est pas de communiquer sur le porteur du message. Donc, en fait, si c'est communiquer pour dire, voyez, on est quand même des gens bien, honnêtement, ça n'intéresse pas tellement. Non, mais pour évangéliser. Alors là, oui, voilà, mais ça, de fait... les églises vieillissent quand même. Enfin, c'est vrai, mais c'est vrai que... Alors, vieillissent en Europe. En Europe, quand oui, on voyage sûr. beaucoup, on s'aperçoit qu'en fait, on a quand même le Nord-Occident est quand même une réalité très à part par rapport à l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, etc. Mais en plus de ça, on se rend compte que c'est déjà le cas et il se passe déjà énormément de choses. Moi, quand j'étais frère étudiant, donc c'était il y a belle lurette, c'était il y a 17 ans, hier, disons, à 17 ans, on avait lancé une retraite en ligne qui s'appelle Retraite dans la ville. Et maintenant, tous les ans, c'est quelque chose comme en France, enfin, c'est dans la francophonie, 160 000 ou 170 000 personnes qui suivent chaque retraite. Enfin, qui prêche, qui parle à 170 000 personnes, à part quelques hommes politiques, il n'y a pas grand monde quand même. Donc ça veut dire que la présence, elle est là. Les gens qui en ont besoin, ils trouvent
C'est simplement, effectivement, quand on n'a pas de budget de publicité, on ne fait pas forcément beaucoup de pubs sur ça, mais les gens le trouvent. Mais donc vous en faites, en fait, c'est ça aussi, vous utilisez ces outils et l'Église Énormément. s'en sert. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la technologie, mon père? Alors moi, un peu par glissement, enfin moi j'ai pas de plan de carrière ni rien, donc petit à petit on me propose de faire des choses, bah, je dis oui parce que je me considère que c'est important. Et donc effectivement, au début j'étais rédacteur en chef d'une radio, puis je me suis occupé des programmes pour France 2, le jour du Seigneur, des programmes numériques. Et puis après ça, je me suis occupé des questions numériques et digitales pour tout l'ordre. Et puis on est venu me chercher de plus en plus, jusqu'au moment où en fait des grands de la tech sont venus nous chercher. Voilà, on était les interlocuteurs qu'ils ont trouvés, qui ont dialogué, on les a mis en contact avec le Saint-Siège, donc le Vatican, même le grand patron, etc. Et en fait, on s'est trouvé petit à petit impliqué dans ce dialogue, jusqu'au moment, il y a 5-6 ans, où j'ai un peu pressenti que ça allait être l'un des enjeux majeurs de notre société, parce que ces technologies, en fait, elles façonnent notre société plus même que nous, on les façonne. Et elle questionne l'homme, l'humanité. Elle questionne l'humanité, donc ça c'est effectivement, il y a tout un travail de fond, toute une réflexion à faire sur ce qu'est l'homme. Enfin, l'intelligence artificielle, ça nous pose beaucoup la question de ce que c'est que l'intelligence avant tout, avant de savoir ce que c'est qu'artificiel. Donc effectivement, ça nous permet, ça nous pousse à une réflexion, ça nous pousse aussi à une action assez concrète et un positionnement assez concret, parce qu'on ne peut plus défendre les droits de l'homme maintenant, par exemple, comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans. Un certain nombre de droits, par exemple, le droit à la cryptographie de nos données, le droit à la protection de nos données, sont des choses qui s'inscrivent quasiment dans les droits fondamentaux, alors qu'il y a 10-15 ans, on ne se posait même pas la question. Donc en fait, l'idée, c'est que toute notre mission, qui est pas unique, enfin qui est une mission spirituelle, mais qui est aussi une mission au service de l'homme, elle est complètement transformée. Et donc l'idée, c'était d'accompagner cette transformation. Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment quand vous écoutez la radio, lisez les journaux, allez sur le web, d'un point de vue... Alors, ce qui me frappe beaucoup en ce moment, mais enfin on va dire ça apparaît maintenant dans les médias, je pense que c'était déjà l'attente depuis un moment, c'est le questionnement de plus en plus fort que se pose un certain nombre de géants de la technologie sur le bien fondé de leur stratégie et sur leur capacité à transformer le monde en mieux. Parce qu'il y a quand même derrière toute la dimension part de marché, business, etc., il y a quand même dans le narratif de la Silicon Valley quelque chose qui est peut-être un peu hérité de la Californie des années 60, qui est assez libertarien, mais qui est aussi on va transformer la société, on va en faire quelque chose de meilleur, nous on est des gens bien, etc. Et je pense que beaucoup ont vraiment cette volonté-là. Après, peut-être qu'ils ont été un petit peu, optimistes sur la neutralité des technologies ou sur le fait que les technologies allaient plus ou moins naturellement embrayer sur quelque chose de positif. Là, maintenant, il y a un certain nombre de questionnements qui sont, je pense, des questionnements d'une arrivée à maturité, en fait. Il n'y aurait pas aussi un questionnement sur les marchands du temple? C'est-à-dire C'est-à-dire le rapport au capitalisme de ces sociétés technologiques par rapport au profit à court terme et la volonté de changer la société en face d'un discours humaniste. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que d'un côté, il y a la volonté de changer la société, qui, je pense, chez un certain nombre d'acteurs, est une volonté réelle. Après, j'aime bien ce que vous dites sur profit à court terme. C'est-à-dire que, pour moi, qu'une entreprise fasse du profit et maximise son profit, c'est son job. Et je pense que c'est juste de la bonne gestion de la part des dirigeants d'entreprise de pousser dans ce sens-là. Après, c'est aux régulateurs, à la société civile, aux consommateurs d'exercer les pressions contraires qui vont créer la tension qui va bien. En revanche, quand le profit est forcément à court terme, nous on travaille aussi beaucoup sur l'accompagnement des startups éthiques. Et moi tout ce que j'essaie de leur dire, c'est que le court terme est l'ennemi de l'entrepreneur. Qu'en fait l'entrepreneur va toujours avoir l'impression qu'en fait ce qu'il faut c'est terminer son trimestre, c'est payer ses employés à la fin du mois, et ça c'est vrai. Mais en même temps la question c'est est-ce que vous voulez grandir vite ou est-ce que vous voulez grandir solide ? Et en fait, le problème de ce qui grandit vite, c'est un peu comme les roseaux, quoi. Première tempête, il n'y a plus rien. Et en fait, on se rend compte, et il y a eu un certain nombre d'épisodes dans la presse au cours des derniers mois ou semaines, qu'en fait, la fragilité d'une entreprise ne doit pas être sous-estimée, et que pour quelqu'un qui crée une boîte, en fait, ça peut saper complètement tout son projet. Et sa crédibilité. Exactement. On l'a vu récemment. Cette notion messianique, elle est présente en effet chez les gens de la tech. On se souvient de la baseline de Google, Don't be evil.
Je ne sais pas si c'est encore le cas ou s'ils l'ont fait Je crois évoluer aussi. ou pas. Il y a quand même une référence au mal, ne pas faire le mal. Alors, avec une double négation, on pourrait, plutôt que de dire faites le bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ce positionnement? Ouais, je pense que, alors, dans l'histoire, alors, c'est une histoire qui est un peu trop controversée, on va dire, mais de la naissance de Google, ça faisait référence à des concurrents déjà existants ou à des sociétés déjà existantes dont on considérait que les pratiques n'étaient pas des pratiques positives. Donc on va dire il y a quelque chose de l'histoire privée déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est un minimum syndical qui suffit pas. C'est-à-dire que, et je pense que même Google a évolué, je pense pas que c'est plus maintenant leur baseline. Ouais, je crois qu'ils l'ont fait évoluer. Et parce qu'en fait, ils se sont aperçus que une fois on n'a pas fait le mal, on n'a encore rien fait pour la oui. société. Ouais, on ne peut pas être passif, juste. Voilà. Et en fait, Surtout quand on inclut leur position. je pense qu'en fait, je pense que personne ne peut se permettre d'avoir une forme de passivité, mais c'est le cas aussi pour la société civile, c'est le cas pour les régulateurs, c'est le cas pour les journalistes. Tout le monde doit s'engager dans cette recherche de sens et cette construction commune d'un vivre ensemble autour de la technologie. Et je pense qu'effectivement, trop souvent, on ne croit plus maintenant à l'espèce, au mythe de la technologie neutre, mais beaucoup trop souvent, on va penser que finalement, la technologie, elle va nous apporter la solution. En fait, elle nous apportera la solution si on cherche la solution à travers la technologie. Ça reste un outil. Exactement. Et ça reste un outil avec beaucoup de, on va dire, qui est extrêmement chargé politiquement. C'est un outil qui est chargé de beaucoup de valeurs. C'est pas un simple tournevis. Simplement, c'est un outil qui doit être pensé beaucoup plus en profondeur. Tout à l'heure, Thomas vous a présenté comme un prêtre réel. Je confirme d'ailleurs. Vous pouvez le voir. En chair et en os. Je suis vrai. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un futur plus ou moins proche des prêtres virtuels, voire des cérémonies, Des sacrements même des virtuels. On sacrements parlait de blockchain. virtuels. Est-ce qu'on peut se marier à une distance? confession électronique, une... La question qui se pose, c'est pas seulement la question du prêtre, c'est la question de la dématérialisation de nos relations. Et en fait, on voit bien que là où il y a dématérialisation d'un côté, il faut qu'il y ait rematérialisation de l'autre. Et on voit que c'est assez intéressant, il y a en ce moment un grand renouveau des pèlerinages où les gens vont avec leurs petits pieds directement, parce qu'en fait on se rend compte que, et c'est la même chose pour un hackathon, je veux dire, ils pourraient faire ça à distance. Pourquoi est-ce qu'ils se réunissent? Pourquoi est-ce qu'ils bouffent des pizzas et ils boivent du soda froid pendant 24 heures, 48 heures sans dormir et tout? Parce qu'en fait, ils éprouvent aussi le besoin de se réunir. C'est une Pourquoi est-ce qu'on veillée un peu. C'est l'équivalent C'est de la la veillée veillée. 2.0, oui. C'est un peu ça. Et en fait, on se rend compte que anthropologiquement, c'est assez profond. On est quand même des animaux sociaux. On a besoin de se retrouver. Et c'est pour ça qu'en fait, dématérialiser la relation au prêtre, ou par exemple la confession, par exemple, est-ce que quelqu'un se sentira pardonné? Parce que je pense que c'est ça, le vrai enjeu de la confession. C'est pas de dire, ah bah tu as fait ce qu'il fallait, tu as coché la case, tu es allé te confesser. La question, c'est, je pense que des gens qui vivent des choses très lourdes, qui portent des choses très lourdes, éprouvent le besoin de se sentir pardonné et de s'autoriser à se pardonner. Parce que je pense que quand on vit des choses très difficiles, parfois on n'ose même pas se pardonner. Et ça, je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait un humain qui vous mette la main sur l'épaule et qui vous dise, mon gars, vas-y. Et donc regarder la messe à la télé, par exemple, ça suffit pas? Ça ne suffit pas. Pourquoi? C'est ça la question. C'est-à-dire que ça permette à beaucoup de gens isolés. Moi, je sais pas, j'ai été visiteur de malades, par exemple, dans un hôpital et j'ai distribué la communion le dimanche matin. Tout le monde regardait la messe, mais même des gens pas très croyants. Mais parce que voilà, ça crée une cohésion, ça crée une communion. Ça, je pense que ça marche. Après, c'est évident que ça ne remplace pas. C'est exactement la même chose que si, je sais pas, des amis font une fête et ils vous mettent une webcam et vous participez. Ouais, mais vous n'êtes pas à la fête. D'accord. Et bien là, c'est la même chose. Une dernière question, mon père, si vous voulez bien. Au final, vous êtes plutôt du côté des optimistes ou des sceptiques, voire des pessimistes vis-à-vis de toutes ces évolutions technologiques? Moi, je suis très optimiste et très prudent à la fois. Je suis très optimiste. Je pense qu'on a une capacité de résilience de l'humain et de notre société, et une capacité à tirer parti de technologies qui même parfois peuvent être dangereuses, mais dont on apprend quand même à juguler les dangers. À nous de faire attention qu'à un moment, on ne se prenne pas les pieds dans le tapis. Donc il faut beaucoup de prudence, beaucoup de travail d'observation, mais en même temps, moi je suis extrêmement optimiste. Il y a beaucoup de dialogue et vous en êtes l'incarnation. C'est pour ça que vous présidez aux destinées d'Optique. Merci, mon père, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes frère dominicain, Éric Salobir. Merci Stéphane. Merci Thomas. Merci à vous tous pour votre fidélité et dans 15 jours pour une prochaine émission d'actualité. Merci.